du mois de juillet. Oui, j'ai fait très tard, même là, ça se voit pas sur l'île, je sais pas si vous verrez, mais je suis en train de mettre en ligne celle de juin. J'ai pris beaucoup de retard, je vous l'avoue, sur ce coup-là. Pour information, ça se voit pas, je suis en mode assise. Je suis bien en mode assise. Je vais vous expliquer vite fait. Je pouvais tourner les tours de dégel debout. Mais pour ceux qui sont sur Instagram, vous savez ce que j'ai. Donc on est le 13. Il y a une semaine, jour pour jour. Dimanche dernier donc. Je me suis littéralement eu un dommage collatéral. Je suis tombée d'un trottoir. Voilà, j'ai fait une... Je suis tombée d'un trottoir, j'ai marché et puis je suis tombée. C'est pas très large. Hein. Et donc je me relève, j'ai d'un coup super mal à la cheville gauche, donc mon pied a dû se tordre, je ne sais comment. J'ai de la chance, j'appelle mes parents parce que voilà, en disant voilà, je me suis mal à la cheville, etc. Faut que vous me ramenez, je peux pas aller chercher le parents. Heureusement que j'étais pas loin de la maison. On me met de la glace pour un petit peu soulager la douleur en disant c'est rien de grave. Au bout d'un gros moment, on oublie parce que ça me fait rien. On met de la crème contre les maux, donc c'est pas le maux de dos, enfin tout ce qui peut être au niveau des coudes, etc. Pareil, 18 heures après, ça va toujours pas bien. Donc, une heure après mon accident, on me fait radio, etc. Enfin, on m'examine, radio, etc. J'ai pas de fracture, mais j'ai eu entorse plus foulure à la cheville gauche. J'ai eu les deux, pour ce que je vois, c'est ce qui était dans le rapport. Après, je suis pas médecin. Donc, depuis une semaine, alors, jusqu'à jeudi, grand limite, je devais surtout reposer mon pied. Donc, dites-vous, alors, je suis en arrêt de travail jusqu'à mardi. Alors, je pouvais travailler avant, il m'a mis jusqu'à demain. Sauf que lundi, le centre de loisirs où je suis est fermé et mardi, c'est l'Assomption. Donc ils me fermé pour 2 jours. 2 jours de plus de répit. Donc en fait, j'avais pas beaucoup de possibilité de poser le pied, tout simplement de marcher. Et il faisait que je repose tout ça parce que, je sais pas si vous voyez, sur le côté généralement de la cheville, ça fait comme ça. En tout cas, le côté extérieur. Le côté extérieur de ma cheville gauche a gonflé un point que ça ressemblait à. C'est comme si on avait mis une balle de golf. Ça a commencé comme une balle de golf. Donc je pouvais limite trop rien faire, j'étais quasiment cloutrée chez moi. Enfin, j'essayais de lire un petit peu pour avancer dans mes lectures. Enfin, j'essayais un petit peu d'avancer dans les lectures et dans des chroniques. Enfin bref, j'essaie de faire plein de choses, profiter un peu de ce congé, mais bon, j'y arrive pas. Si je lis, c'est pas dans ma chambre et pas dans ni rien. Donc voilà, à l'heure actuelle, j'ai vu mon kiné jeudi et vendredi. Donc dans ce sens-là, je peux reposer le pied. C'est pas un problème, là j'ai le pied sous attelle. Alors, le médecin d'urgence m'a dit un mois, mon kiné me dit ça va peut-être descendre à 15 jours, on verra de l'état de la cheville. Donc vous allez me dire, on va s'empêcher de ta cheville, c'est que là certes je peux être debout et marcher sans craindre l'état de ma cheville. C'est que à l'heure actuelle, étant donné que je dois déplacer les livres, j'ai peur de me... Pas que je vois pas, mais je préfère soigner ma cheville plutôt que d'aggraver mon cas. Alors comme je l'ai dit, dans la lecture de dégel de juin, j'ai pas lu en juillet, donc j'ai lu un manga, bon, ça compte pas. Voilà, donc dans l'ensemble, il n'y a pas grand chose. On va bien voir où ça avance niveau lecture et puis je vous dirai tout ça à la fin. Dans les lus et non chroniqués, il y a l'automne 9 de Saint-Seiya Santiago de Masami Kurumada et Shio Teshibagi, donc chez Kurokawa. J'aime bien les couvertures, elles sont sympas, ça fait sympa, mais après, ce sont plus. Là, on tourne 9, plus ou moins me lasser. Je vais être franche avec vous. Donc, à voir par la suite. Alors là, ça va être la plus grosse partie. Donc, c'est tout remarqué, j'ai surtout beaucoup d'acquisitions et je lis pas, ça commence à devenir très inquiétant. Donc, j'ai évidemment acheté le tonneau de Saint-Seiya Santiago. Donc, voilà. Et je pensais que ça allait être ma seule acquisition pour juillet. C'est donc le Rouge Rubis de Kerstin Gier. Je sais pas si ça se prononce bien. Aux éditions du livre de poche. C'est vrai que je les ai eu pas mal tournés à un moment. Mais je me dis, bon, bref, on va bien voir. Je les ai en poche. Donc je l'ai pris en poche. On va voir ce que ça vaut. Je sais qu'il y a 2 automnes qui sont Bleu Saphir et Vert Émeraude. On verra si ce livre est assez intéressant. Donc, ce que j'ai compris, c'est que on va suivre une jeune fille de Gwendoline qui est censée être une ado comme les, enfin qui est une ado comme les autres et qui lui arrive de voir régulièrement défoncer donc le course of etc. Mais
même si elle voit les fantômes, certains membres de sa famille voyagent. Mais évidemment, aucune famille n'est parfaite, ce qui est bien dit dans le résumé, etc. D'ailleurs, par le fait du voyage dans le temps, Gwendoline ne se sont pas concernés par ce don justement de voyager dans le temps. Parce que, comment dire, c'est un. Comment explique ça? Voilà, c'est un membre d'une famille qui est censé chaque fois développer cette capacité. Et là, c'est donc la cousine de Gwendoline qui est censée acquérir cette capacité. Sauf qu'un jour, Gwendoline a des vertiges et tombe dans les pommes et elle se retrouve à une toute autre époque. Elle se retrouve à une autre époque parce que elle correspond à son époque. On va bien ce que ça a donné. C'est vrai que la couverture fait vraiment. On a l'impression de voyager dans le Londres victorien. Après, voilà. Quand j'ai vu c'est parce que j'ai pensé tout ça à Secret Syndicate. Mes parents sont partis en vacances durant mi-juillet, début mi-juillet. Ils m'ont ramené un livre parce qu'ils sont partis dans côté Bretagne, etc. Je sais plus trop, donc je pourrais pas vous dire plus. Ils m'ont ramené un livre, bien sûr. Il s'agit des plus beaux contes de Bretagne de Dominique Camus chez Coop Barrez. Je sais pas si je prononce Barrez correctement, je suis pas bretonne, hein, on va deviner, je pense. Dominique Camus, si vous le savez, je vous ai déjà présenté de ses livres en tant que book dans les catégories acquisition. Le premier c'est Contes d'outre-tombe et Contes des dames, je sais plus trop quoi, enfin des fantômes que je vous ai déjà présenté, qui sont chez Ouest France, donc qui sont dans un autre format. Là, c'est vraiment. Ça va. Ils sont vraiment spécifiques à la Bretagne, je le trouve vachement bien. La couverture est plutôt pas mal. Et puis, des couvertures en dur. Voilà, le côté très ancien, je sais pas si vous voyez, mais il y a comme les traits, comme dans les très vieux livres. Donc, derrière, ça se présente comme ça. Hein. Si on a côté. C'est pas de l'autre côté d'ailleurs, genre. C'est un peu de la Bretagne, c'est l'hermine, je crois. Hein. Ça s'appelle bien de l'hermine. Hein. Corrigez-moi, parce que comme j'ai dit, je sais que dalle sur la Bretagne. Dans l'ensemble, le livre il est très beau. Apparemment, c'est un tome 1. Je viens de voir ça un instant. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ceci. Donc, il y a des dessins avant le conte en question. D'ailleurs, j'aime beaucoup les lettres qui ont été faites, etc. Donc, vous allez voir ce que ça donne. Ça a l'air des contes assez courts. Donc, la suite peut être vraiment intéressant à lire. Donc, moi qui aime. C'est vrai qu'on peut toujours me conte, hein, conte des frères Grimm, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des contes très larges, des histoires de folklore, etc. Je pense que c'est bien de découvrir des contes spécifiques d'une région. Ensuite, là, je vous parlais d'une vente privée que j'ai faite, oui, comme en juillet. Là, c'est pas, je crois, avec l'été, etc. Il y en a 4 grandes coloriages. Je vais bien voir comment je vais faire pour le coloriage, parce que c'est vraiment de colorier les dessins tellement beaux, parce que je me dis, je vais me dire que c'est colorié, ouais, mais j'aimerais bien les recolorier à nouveau. Enfin bref, il s'agit donc de art anti-stress, coloriage au château de Versailles. Donc c'est audition playback. Je sais pas si c'est quelqu'un de précis qui les a dessiné ou quoi. Pas me souvenir spécialement. C'est vraiment très beau. Je vais vous montrer quelque chose. Certain. C'est qu'en fait vous avez une photo. Comme là en long. Là c'est chiffre de Marie-Antoinette. Cabinet de la Méridienne. Cabinet intérieur de Marie-Antoinette. Donc là c'est une photo. Et vous avez plus ou moins une image qui va avec. Comme celle-ci. Voilà, je vais vous en présenter une autre. Juste pour vous donner un exemple. Hein, donc voilà, portrait de Marie-Antoinette par Elisabeth Louise Vigée-Lebrun, qui est très connu, je pense. Ici, vous avez donc un dessin qui peut être relatif à ceci. Voilà, c'est forcément des dessins qui sont plus ou moins en lien. Donc, plafond de Sion d'Apollon, grand appartement du roi. Donc voilà, et le dessin qui ont plus ou moins avec. Je trouve ça vraiment intéressant parce que je suis très château de Versailles, je pense, tout ce qui est. Ça n'a rien à voir avec la Révolution française, mais le fait que Louis XVI soit le dernier roi de France à ce moment-là et qu'il a passé une grande majeure de sa vie, partie de sa vie, je crois depuis jusqu'en 1889 à Versailles, donc c'est un petit peu normal. Je vais voir si je peux pas les photocopier pour mon usage, pour par exemple, comment dire, une intercalaire ou autre, mais après c'est mon choix, après je sais qu'on ne peut pas spécialement. Voilà, après, moi je trouve vraiment très beau, après à vous de voir. J'ai également pris Sous l'œil de Judas de Régis Moreau chez les nouveaux auteurs. Alors, celui-là, plus c'est deux que je vous présentais, plus Colorage de Versailles, c'est sur le site de venteprivée.com. C'était dans la catégorie livre pour l'été, etc. Donc là, c'est vrai que c'est le résumé un petit peu. Ça, le résumé même, ça a un lien avec la chrétienté, je vais pas vous le cacher. Donc alors, on remonte d'abord au début de la Seconde Guerre mondiale. Pour la Seconde Guerre mondiale, au Tibet. Une mission spéciale de la Nerbe, mais la main sur un manuscrit rédigé par les de Jésus. Donc évidemment, ce document dépasse tout ce que les nazis pouvaient espérer à ce moment-là. Et aujourd'hui, un ancien SS
met une quête pour trouver les 2 versions du manuscrit. Donc en fait, il y a 3 versions de ce manuscrit qui pourraient apparemment compléter le premier qui a été trouvé pour la Seconde Guerre mondiale. Et donc ils disent que les gardiens sont menés et doivent faire face à un ennemi puissant et sans scrupules pour échapper à ses adversaires sans dévoiler au monde un secret révolutionnaire vieux de 2000 ans, un secret qui pourrait détruire tout simplement la chrétienté. Est-ce que ça va avoir un lien direct avec Judas? J'en sais rien. C'est un petit peu là. Excusez-moi, je suis fatiguée. Vous vous rendez compte ce que ça fait de me congé sur moi? Bah, c'est pas quelque chose de moyenne, hein, je trouve. Et c'est un livre qui fait un peu moins de 400 pages, un peu plus de 370 pages, 380 même. Donc, je pense que ça peut être sympa pour l'été avec les beaux jours qui reviennent. Ce côté un peu thriller. Je suis pas très thriller à la base. Mais là, c'est un thriller. C'est un thriller historique en fait. Donc, à voir ce qui peut être vraiment intéressant. Alors, je sais pas si la série en tout c'est une duologie ou plus, mais avec les 2 tomes. Alors, je sais pas si c'est une duologie en plus, c'est le cas, c'est les 2 premiers, s'il y en a plus. C'est donc la série d'année de Hervé Ganon chez Hugo Roman. Donc il y a l'héritage des Cathares et le fardeau de Lucifer. Ça c'est vraiment ça, c'est le tome 2. Il y avait les 2 pour, on va dire franchement, une bouchée de pain, je crois, voire même. Parce qu'à la base ils sont à 15 et 18 euros. Je les ai eu pour 4 et 6 euros. Donc, comme je dis, pour vraiment pas grand chose, on est à 9. Ça c'est pour vous dire. C'est comme si je les achetais en librairie. Surtout le 2, voilà, quand on regarde les pages qui sont vraiment blanches, on se dit je vais les acheter en librairie. Je vais pas vous parler du résumé du tome 2 parce que ça vous spoilera je pense le tome 1. Donc on est en 1185, je vais me mettre bien dans mon fauteuil. En 1185, Gondomar de Rossal, fils d'un petit seigneur né de Dany, la malédiction veut qu'il apportera malheur à sa famille et à son village. Donc il dit de fait malveillant, enfin tout le monde ne l'aime pas, tout le monde est méfiant envers lui. Il mène donc de ce fait une enfance seule, triste aussi, parce que c'est pas facile de vivre seul. Mais il trouve refuge auprès du père Prélou, prêtre du village, et Parnell. Et donc à 14 ans, il fait la connaissance, notre ami Gondomar fait la connaissance de Bertrand de Montbard, un ancien templier, qui est engagé par son père comme maître d'armes, afin de protéger le village. Et au fil des ans, après un entraînement qui je faisais cruauté, on va pas se mentir, le jeune homme du violence extrême devient un guerrier redoutable jusqu'au jour où il est donc ironique. Alors ironiquement, c'est un seul quand même moment que donc lui est assassiné, mais le pire c'est que sa vraie destinée commence parce qu'il est tout simplement donc on fait un enfer et il est ramené depuis les morts. Donc et pour mission de protéger la vérité, donc sur son indice, il doit prendre la route du sud, le prix de sa quête, le salut de son âme. Commence alors pour notre héros une aventure où les cathares templiers croisés s'affrontent et la vérité, qu'il doit sauvegarder à tout prix, lui dévoilera une toute autre facette de notre histoire. Moi, alors c'est dur de dire ce que c'est le résumé sans avoir lu le livre. Donc moi, je trouve ça vraiment sympa, c'est ce côté historique, limite fantastique. Donc, le livre, je sais pas dans quelle catégorie c'est de l'heroic fantasy ou du fantastique historique, enfin de la fantasy historique ou quoi, c'est très dur à dire, je sais pas comment on peut qualifier ce genre de roman. Dites-le en commentaire si vous savez de quoi on passe. Il y a évidemment le tome 2, le fardeau de Lucifer, hein, vous avez compris, c'est la suite. J'ai même pas regardé il reste du tome 2 pour pas me spoiler le tome 1. En autre acquisition, à savoir, il y a eu évidemment des pop, tout simplement. Cette fois-ci, c'est des pop qui sont liés à l'univers des livres, cette fois-ci, donc une trilogie que tout le monde connaît, qui est d'abord sur des ados. Excusez-moi. Je suis donc allée à Micromania et je suis tombée sur 2. Et en fait, en dans les autres, je me suis dit, bah tiens, je vais toutes les prendre d'un coup. Voilà, très cher quand même. Il y en a eu 2, 4, 6, voilà. Donc je vais vous les présenter. Donc évidemment, j'ai juste Réticien Nano. J'ai donc Frodon Sake, Sam Gamaji qui est là. Alors, ce que j'ai compris, ce qui est marqué sur la boîte, il s'illumine la nuit. La nuit, enfin, je pense que c'est la petite loupiote qui est là, la petite lumière qu'il y a dans la main, enfin la file qu'il y a dans la main. Je l'ai pas fait briller, donc je sais pas si je l'ai mal exposé la lumière. Pourquoi? J'ai évidemment Gandalf qui est
dans le premier bien sûr. J'ai évidemment Saruman, donc avec son bâton puis la boule là, que c'est dans les tomes, en fait tous les épisodes, je crois, hein, c'est ma bonne. J'ai pas lu le livre, faudra que j'y mette. J'ai le Nazgûl, donc tel qu'il est dans le premier, donc dans le troisième il a son casque, vous savez, un peu bizarre, et puis sur l'espèce de dragon, là c'est vraiment dans le 1, avec sa dague dans la main, puis je précise que la tête elle est creuse, hein, vous pouvez voir. Donc je trouve que ça se donne un petit air plus gore. Et celle-ci, elle est tout simplement énorme. Il s'agit du Balrog dans le tout premier. Vous savez que c'est dans la limite de la Moria et que Gandalf dit vous ne passerez pas. Il est énorme et la tête bouge, vous voyez, comme vous pouvez voir, légèrement. Donc ça lui donne un peu un côté bizarre. Il est énorme avec deux grosses ailes, son fouet en feu, qui d'ailleurs est bien fait quand même. Et puis... Alors, première lecture, c'est dans Terminer 2 que j'ai très bien avancé. Il va s'agir d'abord de Ange 37 d'Absidium d'Anorbière chez Michel Lafon. Il a pris légèrement l'eau. Je suis désolée s'il est un peu connaisse, qu'il a pris légèrement l'eau. J'en suis à la moitié, donc j'avance très très bien. J'en suis plutôt contente, je pense que je pourrais terminer d'ici là. Et le deuxième, c'est donc les Héritiers Inquiétés, donc le tome 7, le Conquérant, toujours d'Anorbière toujours chez Michel Lafon. Comme vous pouvez le voir, là il me reste à tout casser, moi même pas un quart, donc je suis contente de penser que ça avance. Voilà, ces lectures de DGL sont terminées, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu des trucs, que des livres que vous connaissez. Je suis toujours preneuse et sur ce, abonnez.